Les montagnes Tobacco Route, dans le territoire du Montana, 1889. Le 8 novembre, Jack Thornton fit son apparition. Précisément 47 jours après que le dernier prospecteur prudent eut scellé les murs de sa cabane, alors que 23 mineurs expérimentés s'empressaient de terminer leurs habitations en rondins de 12 par 14 pieds avant l'arrivée de l'hiver. La population locale rendit un jugement rapide et sévère. Jim Morrison, un vétéran de 3 ans, qualifia cela d'acte suicidaire. Toute personne sensée comprend la nécessité de 4 murs et d'un toit. Pourtant, Thornton possédait un avantage qui échappait aux autres. Il avait passé 3 ans à acquérir des connaissances auprès d'ingénieurs Lakota et Pieds Noirs, qui avaient enduré les hivers du Montana pendant des centaines d'années. Plutôt que d'abattre des arbres pour la construction, il commença à creuser dans le réseau racinaire d'un énorme épicéa, mesurant 8 pieds de long, 6 pieds de large et 4,5 pieds de profondeur. Les autres mineurs le raillèrent, le traitant de simplet et qualifiant sa création de tombe. Ils trouvèrent inconcevable que quelqu'un opte pour une fosse souterraine au lieu d'une habitation conventionnelle. Par la suite, décembre apporta 8 jours consécutifs avec des températures chutant entre 20 et 35 degrés en dessous de zéro. Malgré la consommation de tout son bois de chauffage pour l'hiver, l'intérieur de la cabane de Morrison tomba à seulement 12 degrés. Le matériau d'étanchéité de Webb s'avéra totalement inefficace, permettant à l'air glacial de s'infiltrer par les fissures à un rythme bien supérieur à la capacité de son feu à chauffer la zone. Sanderson sacrifia son repos, attisant les flammes toutes les 2 heures pour s'assurer que sa cabane restait au-dessus des températures de congélation. En revanche, le refuge souterrain de Thornton maintenait constamment une température de 50 degrés, lui permettant de dormir sans être dérangé toute la nuit, tout en n'utilisant qu'un quart du bois de chauffage dépensé par ses homologues. Quelle connaissance ce prospecteur possédait-il concernant les caractéristiques permiques de la Terre et les méthodes de construction autochtones? Des connaissances que 3 ans de vie à la frontière avaient apparemment conditionné tout le monde à ignorer. Si vous appréciez les récits de sagesse pratique durable, veuillez envisager de vous abonner. Nous proposons d'autres récits historiques bien documentés, dignes de votre attention. Veuillez partager votre ville et votre état dans les commentaires. Nous aimons observer la répartition géographique de ces aperçus historiques. La première neige avait déjà légèrement recouvert les pics de Tobacco Route, alors que le cheval de bas de Jack Thornton naviguait prudemment sur le sentier étroit. La piste minière, le 8 novembre 1889. Derrière lui, s'étendaient 3 années passées à prospecter saisonnièrement à travers le territoire du Dakota, le Wyoming et le Colorado. Ces 3 années lui avaient transmis des connaissances qu'aucun guide minier conventionnel n'avait jamais incluses. Suspendu à sa hanche se trouvait l'outil qui le désignerait soit comme expérimenté, soit comme totalement désespéré. C'était un bâton de fouille fabriqué par les Pieds Noirs, doté d'une pointe en fer, qu'il avait troqué contre du tabac à Fort Benton 3 mois auparavant, une période où la majorité des hommes acquéraient des haches et des scies. Déjà, 23 prospecteurs avaient établi leurs concessions le long d'Alder Creek, leurs cabanes respectives étant à diverses phases de construction. La cadence coutumière de la construction frontalière résonnait dans toute la vallée, le tintement constant des haches frappant le pin, le raclement des couteaux à écorcer, et le bruit sourd et délibéré des rondins entaillés et assemblés. Chaque individu adhérait à un plan identique et bien établi. Des dimensions de 12 par 14 pieds, des murs de 7 pieds de haut, une construction en rondins de pin scellés avec de la boue et de l'herbe, un toit en bardeaux et une cheminée centrale. Les calculs étaient simples et universellement applicables. La construction d'un abri adéquat nécessitait un minimum de 6 à 8 semaines. Pourtant l'hiver, avec son froid mortel, s'installerait en 3 semaines, tout au plus. Jim Morrison interrompit son calfeutrage, tandis que le cheval de Thornton approchait de la plus vaste parcelle de terre non possédée. Ayant passé 3 saisons dans le territoire du Montana, Morrison avait construit 4 cabanes en rondins standards, en utilisant des méthodes acquises auprès de mineurs immigrants norvégiens et allemands, bien rodés aux hivers montagnards. Sa cabane actuelle incarnait l'aboutissement des connaissances de la frontière. Des murs robustes, des interstices méticuleusement scellés
et un volume intérieur suffisant pour le bois de chauffage et l'habitation. L'apparition d'un nouvel arrivant si tard dans la saison suscita une appréhension immédiate, doublée d'un certain mépris professionnel. Il est de notoriété publique qu'il faut 4 murs et un toit. Morrison cria par-dessus la limite de propriété. « Le sol vous gèlera à mort en 2 nuits !» Cette mise en garde était empreinte du poids de l'expérience pratique. Comme en témoignait la propre habitation presque achevée de Morrison, ces murs de cabane s'élevaient à 6 rondins de hauteur. Les interstices étaient méticuleusement remplis d'argile, un riche mélange de boue et d'herbes séchées. Et l'ossature du toit en bardeaux portait déjà ses premières couches de cèdre fendu. Cela illustrait comment les individus enduraient les hivers du Montana. En employant des méthodes établies, une préparation suffisante et une reconnaissance des dures réalités du froid en haute altitude. Thornton descendit de cheval silencieusement, son regard fixé sur l'épicéa colossal de vieille croissance qui se dressait en évidence au bord de sa propriété. L'arbre atteignait une hauteur de près de 27 mètres, son tronc affichant une circonférence à hauteur de poitrine de 5,5 mètres. De manière cruciale, son système racinaire s'étendait sur 9 mètres dans toutes les directions, formant un système de drainage inhérent qui avait maintenu un sol stable et relativement aride pendant environ 3 siècles. Il fit délibérément le tour de la zone, interprétant le terrain comme son guide pied noir le lui avait enseigné. Son objectif était de localiser des sites potentiels pour un refuge hivernal. Cet arbre fournit de la chaleur depuis une période qui dépasse la présence des colons blancs dans le Montana, répondit finalement Thornton. Il passa ses doigts sur l'écorce profondément sillonnée. La remarque suscita l'amusement de Pete Sanderson, dont les propres murs de cabane étaient déjà scellés et préparés pour l'installation du toit. Sanderson, qui possédait des compétences en menuiserie et 2 saisons d'expérience minière dans le Montana, était originaire du Minnesota. Sa construction respectait les directives de construction frontalière standard, employant des méthodes traditionnelles de rondins et de calfeutrage qui optimisaient le volume interne tout en préservant l'intégrité structurelle malgré de lourdes charges de neige. Il construisait dans le but de résister à de lourdes charges de neige. Même les Amérindiens utilisent des tipis, pas des habitations souterraines, cria Charlie Webb depuis son chantier situé à 180 mètres en aval. Webb approchait de la fin de son 2e hiver dans le Montana, ayant réussi à endurer le premier et loger avec des mineurs plus expérimentés. Sa cabane actuelle incarnait toutes ses connaissances acquises en matière de construction partant de froid extrême. Elle comportait des murs robustes et un foyer central. De plus, elle disposait d'une circulation d'air suffisante pour éviter l'accumulation dangereuse de monoxyde de carbone. Il envisageait toute déviation par rapport au plan de cabane établi. Il le percevait comme une inexpérience périlleuse. Pourtant, Thornton avait passé l'hiver précédent à résider aux côtés d'une famille Lakota dans une loge de terre du territoire du Dakota. Lorsque son habitation standard s'était avérée inadéquate lors d'un blizzard de février, l'expérience lui avait enseigné que l'ingénierie autochtone incarnait des générations d'approches validées et non des techniques rudimentaires. La construction souterraine tirait parti des processus naturels. La température constante de la terre sous la ligne de gel, la masse thermique fournie par le bois vivant et les qualités isolantes de la neige, au lieu de combattre les défis environnementaux avec une puissance brute et une dépense énergétique continue. Une disparité technique fondamentale existait. La sagesse frontalière traditionnelle exigeait la plus grande surface intérieure possible pour abriter le bois de chauffage, les commodités culinaires et l'habitation essentielle. De nombreuses familles ont péri dans des habitations qui manquaient d'espace suffisant pour un stockage adéquat du combustible. Le plan de Morrison intégrait cette observation cruciale, offrant un volume interne généreux pour accueillir 8 cordes de pin fendues, jugées la quantité essentielle pour traverser l'hiver. Le foyer central, situé le long du mur extérieur, optimisait la surface au sol disponible et assurait une dispersion efficace de la chaleur. Thornton, cependant, privilégiait l'efficacité thermique à la taille pure dans son approche. Son mentor Blackfoot lui avait expliqué les principes lors de leur discussion parfumée au tabac à Fort Benton. La température du sol sous la ligne de gel restait constamment à 7 degrés Celsius,
45 degrés Fahrenheit toute l'année. Les troncs d'arbres vivants offraient un réservoir thermique, absorbant la chaleur le jour et la diffusant progressivement après la tombée de la nuit. Leur réseau racinaire établissait un drainage inhérent, évitant ainsi les problèmes d'humidité courants dans les cabanes en rondins traditionnelles. Les zones compactes se réchauffaient rapidement et conservaient la chaleur pendant de longues périodes, nécessitant beaucoup moins de combustible pour maintenir des températures confortables. « Tu creuses ta propre tombe, imbécile !» cria Morrison, alors que Thornton commençait à délimiter la zone de creusement. Utilisant son outil de fouille à pointe de fer, l'acte de mesurer démontrait la minutie de la prévoyance de Thornton. Mesurant 2,40 m de long pour offrir suffisamment d'espace pour dormir et les provisions, et 1,80 m de large pour s'étendre entre des racines importantes sans compromettre l'intégrité structurelle de l'arbre. La profondeur atteignait 1,35 m en son centre, se rétrécissant progressivement à 90 cm à l'extrémité la plus proche du tronc d'arbre, où l'énorme épicéa formerait un mur entier. Les prospecteurs chevronnés interrompirent leur tâche pour observer ce qui semblait être une entreprise autodestructrice en cours. Webb posa son racloir, vraiment inquiet d'observer l'effondrement psychologique d'un individu dû au stress. Sanderson cessa son travail sur le toit pour examiner de plus près ce qui ressemblait à des préparatifs pour un enterrement. Même Morrison cessa de colmater les brèches pour regarder par-dessus la ligne de concession, partagé entre son devoir d'aider un autre prospecteur et un étonnement total face à des techniques qui défiaient tous les principes de la vie sauvage. Thornton ignora leurs remarques, se concentrant plutôt sur la composition du sol sous le colossal épicéa. Une accumulation de 2 siècles d'aiguilles en décomposition avait formé une couche organique naturellement isolante, de 45 cm d'épaisseur, suivie d'un limon sableux avec un excellent drainage, ne présentant aucune indication d'accumulation périodique d'eau. Le réseau racinaire de l'arbre avait desséché cette terre pendant des centaines d'années, établissant ainsi précisément la base ferme que les constructeurs de cabanes traditionnelles obtenaient par une préparation minutieuse du sol et des efforts de gestion de l'eau. À la tombée de la nuit, Thornton avait creusé 45 cm sur toute la limite de 2,40 m sur 1,80 m. Ce travail soulignait la méticulosité de sa prévoyance. Les racines importantes s'incurvaient naturellement autour de ces mesures choisies. Les racines plus petites formaient des vides d'air qui offriraient une isolation supplémentaire. La dernière remarque de Morrison de la journée résonna dans la vallée assombrie. 3 semaines avant le froid mortel, et tu joues encore dans la terre comme un enfant. Le matin du 9 novembre arriva, vif et rigoureux. Le premier gel intense recouvrit l'herbe de la vallée d'argent, tandis que Thornton poursuivait son creusement avec une exactitude méthodique. Son outil de fouille, à pointe de fer, pénétrait la couche organique avec une efficacité remarquable. Cela exposa une composition du sol qui confirmait chaque calcul que son mentor Blackfoot lui avait transmis lors de leurs échanges estivaux. Les aiguilles d'épicéa en décomposition cédaient à un limon sableux qui se désagrégeait parfaitement dans sa main. C'était un sol bien drainé, ne présentant aucune indication d'accumulation périodique d'eau ou de dommages dus au soulèvement par le gel. Morrison sortit de sa demeure au lever du soleil, son café dégageant de la vapeur dans l'atmosphère froide. Il se sentait obligé d'observer le démantèlement systématique de ce qu'il considérait comme des compétences de survie fondamentales. « C'est le 2e jour des préparatifs funéraires de l'idiot », déclara-t-il à voix haute, s'assurant que Webb et Sanderson pouvaient l'entendre depuis leurs parcelles respectives. Ces observations étaient devenues une coutume matinale quotidienne, mêlant une inquiétude sincère à un étonnement d'experts concernant des méthodes qui contrevenaient à toutes les règles établies de la construction en milieu sauvage. À la mi-journée du 10 novembre, Thornton avait sagement atteint une profondeur d'1,5 m autour de toute la circonférence. Ces fouilles mirent au jour une découverte cruciale qui validerait toute sa méthodologie. À cette profondeur spécifique, la température du sol enregistrait précisément 45 degrés, s'alignant parfaitement avec les assurances de la sagesse ancestrale. Sous la ligne de gel, le sol conservait constamment sa chaleur, indépendamment des conditions météorologiques extérieures. Cela formait une unité de stockage thermique inhérente, entièrement négligée par les pratiques de construction de cabanes standards.
Une bûche d'épicéa colossale servait de mur entier, ne nécessitant aucun matériau de construction, son écorce étant intrinsèquement résistante à l'eau grâce à des siècles de climat du Montana. Dans l'après-midi, Sanders avait complètement cessé ses tâches de toiture, sa fascination l'emportant sur les exigences de son emploi du temps. Il observait Thornton cartographier méticuleusement le réseau racinaire, comme s'il s'agissait d'un plan architectural souterrain. Des racines importantes détournaient naturellement l'eau du site de fouille, leur agencement formant des voies de drainage qui fonctionnaient efficacement depuis 300 ans. Des racines plus petites créaient des vides d'air dans la terre environnante, offrant une protection thermique inhérente qu'aucune technique d'étanchéité standard ne pouvait reproduire. Le bois vivant des arbres conservait une température plus chaude que le bois de construction inerte, apportant une masse thermique capable d'absorber et d'émettre de chaleur pendant les mois les plus froids. Même les blaireaux sont plus intelligents que ça, cria le prospecteur Webb depuis sa parcelle, bien que sa voix trahisse moins de conviction que lors des occasions précédentes. Les fouilles mirent au jour un niveau d'ingénierie avancé, qui remettait en question les idées préconçues concernant les techniques de construction rudimentaires. Thornton réutilisa le système racinaire comme étagères organiques pour les provisions, façonnant des niches de rangement dans le bois vivant, ce qui offrait à la fois de l'ordre et un blindage thermique supplémentaire. Chaque composant du plan s'intégrait aux structures environnementales inhérentes, au lieu d'imposer des concepts de construction inconnus à un paysage inflexible. Le 11 novembre marqua le début de l'étape de construction du toit, qui évaluerait la compréhension de Thornton en matière de support structurel et d'étanchéité. 4 poutres de pin ponderosa, chacune mesurant 20 cm de diamètre, s'étendaient sur les 1,8 m de portée de sa zone creusée. Ces supports principaux portaient toute la masse aérienne, une charge précisément calculée englobant une accumulation substantielle de neige, des composants structurels auxiliaires et plusieurs couches d'isolation. Cette ingénierie exemplifiait la sagesse ancestrale, affinée au fil des générations de construction de loges de terre des Indiens des plaines. Une strate secondaire était formée par 47 jeunes épicéas non courbés, chacun d'un diamètre compris entre 5 et 7,5 cm, positionnés à angle droit par rapport aux supports principaux. Thornton choisissait méticuleusement chaque jeune arbre, vérifiant sa linéarité et sa robustesse, écartant toute pièce présentant de la pourriture ou une infestation parasitaire. Cet agencement orthogonal assurait une répartition uniforme du poids, tout en établissant la base pour les strates isolantes ultérieures. L'exactitude de cette méthode ancestrale captiva même Morrison, dont l'expérience en menuiserie lui permettait de discerner une répartition complexe du poids par simple observation. La strate isolante nécessitait une couverture de branches d'épicéa de 20 cm d'épaisseur, disposées avec leurs aiguilles vers le bas, pour faciliter l'écoulement de l'eau. Cet aspect particulier démontrait une profonde compréhension des caractéristiques pluviométriques du Montana. Thornton consacra une journée entière à couper et à disposer les branches, façonnant des configurations superposées conçues pour éloigner l'humidité de l'intérieur, tout en préservant une résistance thermique optimale. This method replicated practices observed in Lakota earth lodges, where precise thatch placement determined the difference between a dry dwelling and severe internal flooding. 23 segments of spruce bark, each measuring 3 feet by 2 feet, constituted the external weather barrier. Thornton gathered these species from deceased trees throughout the valley, meticulously selecting bark sections devoid of cracks or fissures that would compromise their water resistance. The overlapping shingle-like arrangement created multiple layers of defense, with each component positioned to shed water downwards while preventing wind intrusion. The entire roof structure was capable of supporting a snow depth of 3 feet, equating to approximately 24 pounds of distributed load, a calculation based on Montana Territory weather records. Day 4 of watching a man prepare his own grave, Morrison mumbled, but his daily remarks now carried hints of uncertainty. The roof's construction demonstrated engineering knowledge that challenged his assumptions about proper frontier building methods. Webb had entirely ceased making jokes, genuinely perplexed by construction techniques that appeared simultaneously rudimentary and sophisticated. Sanderson openly confessed his confusion,
telling Morrison. He stated that the roofing system displayed a superior understanding of load distribution compared to some conventional cabin designs he had witnessed fail under snow accumulation. The entrance's design showcased the most advanced aspect of Thornton's thermal engineering. A 4-foot tunnel angled upwards from the main chamber to ground level, creating an airlock effect to prevent heat loss while allowing access. Cooler air would settle in the tunnel's lower section, while warmer air remained stratified within the primary living space, a principle of physics that typical cabin construction resisted rather than utilized. The entry was oriented southeast, away from the prevailing northwest winds, while maximizing solar heat absorption during the brief daylight hours of winter. The interior layout was the culmination of months of planning, refined through practical experience. The sleeping area featured an 18-inch elevated platform carved directly into the root mass, providing natural insulation beneath and behind the occupant. The fire pit consisted of a modest, shallow indentation lined with river stones, designed for maximum heat efficiency rather than impressive flames. Every cubic foot of space served multiple purposes: storage, insulation, structural reinforcement, and thermal regulation, functioning as a cohesive system. By November 12th, the basic framework was complete, just as the first snowflakes began to drift across the valley. A 4-inch diameter ventilation opening through the roof structure, offset from the center to prevent downdrafts, would allow smoke to escape while minimizing heat loss. This technique mirrored Plains Indian methods Thornton had studied during his winter with the Lakota family, where proper ventilation prevented both suffocation and excessive heat dissipation. Morrison called across the claim boundary one final time. As snow began falling heavily, "There's still time to build something that won't kill you, fool," he called, though his voice carried less conviction than on previous days. The completed structure displayed engineering principles that challenged 3 years of frontier construction experience. The blizzard struck without warning on November 16th, transforming the Tobacco Root Valley from an autumn mining camp into an Arctic battleground in under 18 hours. The temperature plummeted 47 degrees between dawn and midnight, dropping from a manageable 23 degrees to a brutal 24 degrees below zero. Winds maintained speeds of 35 miles per hour, with gusts reaching 60, propelling 28 inches of snow horizontally across the exposed mining sites. Even by Montana standards, this represented an unusually early and severe storm, catching seasoned miners with incomplete winter preparations. Morrison's cabin, which had appeared adequately prepared only days earlier, immediately revealed critical weaknesses. Under the assault of genuine Arctic conditions, his meticulously applied mud and grass chinking began to crack within hours as temperatures dropped, forming hairline fractures that widened into gaps, allowing frigid air to stream directly into the interior. The central fireplace, positioned against the exterior wall to maximize floor area, proved insufficient to meet the thermal demands of prolonged sub-zero conditions. Despite consuming 8 quarts of split pine weekly, nearly double his calculated winter provision, the internal temperatures struggled to reach 19 degrees. Webb's shelter experienced even more dramatic failures, as the storm's full intensity exposed fundamental deficiencies in conventional construction methods. His tinking failed disastrously, with openings appearing more rapidly than he could mend them amidst the fierce wind and pelting snow. Des courants d'air froid s'infiltraient si rapidement par les fissures grandissantes que son feu ne pouvait pas générer assez de chaleur pour les contrer. Le deuxième jour de la tempête, Webb abandonna son abri et chercha refuge d'urgence chez Sanderson, car les conditions intérieures étaient devenues presque identiques à celles de l'extérieur, avec des températures chutant à 8 degrés. Même avec un entretien continu du feu. Même la cabane de Sanderson, considérée comme la structure traditionnelle la plus avancée de la colonie, révéla les lacunes intrinsèques des méthodes de construction typiques de la frontière face aux intempéries. L'intérieur de 12 par 14 pieds, initialement conçu pour un grand espace de stockage de bois et de vie, devint un inconvénient lorsque de véritables circonstances de survie se présentèrent. Bien qu'offrant une hauteur sous plafond confortable par temps modéré, le plafond élevé permettait désormais à une chaleur précieuse de s'échapper vers le haut depuis l'espace de vie principal, entraînant une stratification thermique où le sol restait à 18 degrés,
tandis que le plafond atteignait 32. Ce qui semblait être un grand volume interne bénéfique lors de sa construction, exigeait désormais une quantité énorme de combustible juste pour atteindre un niveau de chaleur minimal. En contraste frappant, à seulement 40 pieds de là et 8 pieds sous la surface, l'abri fosse de Thornton maintenait des conditions internes qui défiaient toutes les idées reçues sur la survie en milieu sauvage. Malgré des températures extérieures chutant à 22 degrés en dessous de zéro le 16 novembre, son habitation souterraine enregistrait un confortable 48 degrés. La réserve thermique constante de la Terre, que les constructeurs traditionnels avaient ignorée comme insignifiante, démontra sa valeur lorsqu'elle fut mise à l'épreuve. Les racines d'arbres vivantes encerclant la zone creusée agissaient comme une masse thermique, absorbant la chaleur pendant de courtes périodes de réchauffement et la libérant progressivement pendant la longue période de froid. Alors que la tempête persistait, les fondements scientifiques de la réussite de Thornton devenaient de plus en plus clairs. Le sol sous la ligne de gel maintenait constamment une température de base de 45 degrés, indépendamment des conditions de surface, établissant ainsi une base thermique naturelle inaccessible aux structures hors sol typiques. Le tronc d'épicéa substantiel empêchait toute fuite de chaleur à travers un mur entier, et son réseau racinaire offrait des capacités d'isolation supérieures à celles des substances fabriquées par l'homme. Au 3e jour de la tempête, la neige s'était accumulée jusqu'à 4 pieds de profondeur, offrant une isolation comparable à une valeur R de 15 et réduisant la perte de chaleur par le toit de 85%. À l'intérieur de l'abri souterrain, le mouvement de l'air obéissait à des lois physiques qui complétaient la dynamique thermique naturelle au lieu de s'y opposer. Le point d'entrée bas formait une poche thermique, provoquant l'accumulation d'air froid dans le tunnel d'accès, tandis que l'air plus chaud se stratifiait à hauteur de couchage dans la chambre principale. Ce mécanisme de convection inhérent fonctionnait sans aucune consommation d'énergie, mais il maintenait des différences de température que les cabanes traditionnelles ne pouvaient atteindre qu'avec un entretien continu du feu. Le modeste foyer de Thornton réchauffait rapidement et efficacement la zone close, ne nécessitant que 6 à 8 livres de bois par jour, un contraste frappant avec les 150 livres utilisés dans les cabanes typiques. Au 20 novembre, la disparité entre les différentes approches de construction était étonnamment claire et indiscutable. Morrison fut confronté à une pénurie critique de combustible, mettant en péril sa survie, ayant épuisé sa provision de bois estimée pour 1 mois en seulement 5 jours de froid intense. De la glace s'accumulait sur ses murs intérieurs, près des interstices de calfeutrage, créant un environnement où la laine expirée gelait et où les outils métalliques étaient trop froids pour être touchés à main nue. Le repos était inatteignable sans entretenir le feu toutes les 2 heures, entraînant un épuisement qui exacerba la tension physique causée par le manque de chaleur. La situation de Webb s'aggrava considérablement lorsque sa cabane abandonnée fut envahie par la neige à cause d'un calfeutrage défectueux, la rendant inhabitable malgré des réparations urgentes. L'occupation partagée du refuge de Sanderson entraîna un surpeuplement sévère qui sursollicita le système de chauffage déjà insuffisant, obligeant les 2 individus à incinérer des meubles et du matériel minier pour augmenter leurs réserves de bois de chauffage en diminution. Les relations interpersonnelles au sein de la colonie minière subirent une transformation. Lorsque les connaissances traditionnelles montrèrent leurs limites pratiques dans des circonstances difficiles, Sanderson, bien qu'il hébergeât Webb et gérât l'habitation standard la plus avancée, commença à douter de ses 30 années d'expertise en construction, en observant son système de chauffage méticuleusement conçu échouer à répondre aux exigences. Sa cabane méticuleusement construite exigeait une vigilance incessante. Entretenir le feu toutes les 2 heures, même la nuit, ainsi qu'une surveillance perpétuelle des imperfections de calfeutrage et des taux de consommation de carburant, ce qui menaçait l'épuisement de tout son stock de bois d'hiver avant janvier. La tension de maintenir des conditions de vie à peine viables dans une habitation inadaptée commença à épuiser les 3 constructeurs traditionnels, aussi bien physiquement que mentalement. En contraste frappant, l'approche de Thornton démontrait l'efficacité de collaborer avec les processus naturels au lieu de s'y opposer. Il s'occupait de son modeste feu 2 fois par jour, le matin et au crépuscule,
utilisant uniquement du bois sec méticuleusement choisi qui réchauffait rapidement et complètement sa zone restreinte. Il dormait profondément dans un environnement confortable de 48 degrés Fahrenheit, sans avoir besoin de se réveiller pour entretenir le feu ou de subir des frissons dus à une chaleur insuffisante. Le climat intérieur aride lui permettait de persister dans des tâches fructueuses telles que l'affûtage d'outils, la réparation d'équipements et la planification des efforts miniers du printemps. Ses compagnons habitants trouvaient difficile de maintenir ne serait-ce qu'un niveau de chaleur de base. Le 28 novembre, alors que la vague de froid prolongée entrait dans sa deuxième semaine, Pete Sanderson se dirigea vers l'entrée presque imperceptible de Thornton. La fatigue, due au manque de sommeil et à la gestion continue du feu, avait érodé sa réticence à poser la question qui sapait toutes ses connaissances perçues en matière de survie en milieu sauvage. « Quelle température maintenez-vous là-dedans, Jack ?» Il cria dans le passage d'accès, son ton reflétant la gravité de quelqu'un qui réévalue ses convictions fondamentales concernant les habitations hivernales. Assez confortable pour travailler sur mes outils sans avoir besoin de gants, fut la réponse de Thornton depuis l'intérieur de l'espace à 51 degrés Fahrenheit. La température extérieure enregistrait 18 degrés en dessous de zéro. Décembre apporta des circonstances prêtes à pousser chaque mécanisme de survie à ses limites ultimes. La pression atmosphérique commença à diminuer le 10 décembre, annonçant une masse d'air arctique que les mineurs expérimentés du Montana identifièrent comme potentiellement mortelle. Le 12 décembre, le mercure était tombé à 28 degrés en dessous de zéro et ne montrait aucun signe de remontée. La période suivante serait enregistrée dans les archives météorologiques régionales comme la vague de froid la plus prolongée dans les montagnes Tobacco Route depuis 1864. Un assaut de 8 jours d'une frigidité mortelle qui poussa les techniques de survie des pionniers au-delà de leur capacité prévue. La situation des frères Morrison s'aggrava avec une rapidité alarmante, car leurs estimations de carburant s'avérèrent désastreusement insuffisantes. Jim Morrison avait déterminé ses besoins en bois en se basant sur les saisons hivernales précédentes, estimant que 15 cordes suffiraient pour le chauffage jusqu'en mars. Cependant, les pertes de chaleur de sa cabane dues à un calfeutrage défectueux et à une isolation insuffisante générèrent un besoin en carburant qui épuisa tout son stock d'hiver. Le 15 décembre, la température intérieure était tombée à 12 degrés Fahrenheit, même s'il avait eu recours à brûler des meubles, des appareils miniers et même des planches de plancher arrachées par pur désespoir. L'équation de la survie était devenue défavorable. Chaque augmentation de chaleur exigeait désormais exponentiellement plus de carburant que ses réserves disponibles ne pouvaient en supporter. Le déclin physique de Jim Morrison fut apparent lorsque des engelures apparurent sur ses orteils, résultat d'avoir dormi à des températures de 15 degrés Fahrenheit. Cette blessure signifiait plus qu'une simple douleur immédiate. Des membres gelés en décembre impliquait le risque de gangrène et de décès avant que toute aide médicale ne puisse arriver au printemps. Son frère, Tom, qui partageait le refuge insuffisant, présenta les premiers symptômes d'hypothermie. Pensées confuses, élocution indistincte et la léthargie périlleuse précédant la perte de conscience. La cabane standard, qui avait semblé convenable lors de sa construction, ne servait plus guère que de barrière contre le vent. La situation de Webb était passée d'une habitation défaillante à un abandon total, sa cabane initiale présentant un calfeutrage compromis et une charpente de toit endommagée. La structure fut complètement remplie de neige pendant les blizzards de décembre. Malgré avoir trouvé refuge chez Sanderson, l'habitation commune fut poussée au-delà de ses limites de chauffage. Avec 2 individus se disputant la chaleur près d'une seule cheminée, la congestion généra de nouvelles complications. Celle-ci comprenait un risque élevé de monoxyde de carbone, dû à l'utilisation excessive de l'appareil de chauffage, des niveaux d'oxygène réduits du fait de 2 hommes respirant dans un espace clos, et un épuisement accéléré du carburant, mettant en péril l'existence des 2 habitants. Sanderson réalisa que sa cabane bien conçue devenait un désavantage fondamental dans les environnements arctiques authentiques. L'espace intérieur de 12 Far 14, confortable par temps doux, est devenu un défi de chauffage impossible.
La chaleur montait immédiatement vers le plafond de 7 pieds, laissant le sol où dormaient les hommes à peine plus chaud que le point de congélation. Le grand volume de la pièce exigeait des quantités colossales de combustible pour obtenir même une chaleur minimale, tandis que la conception conventionnelle du poêle laissait s'échapper la précieuse chaleur par la cheminée plus vite que le bois ne brûlait. Le sommeil s'est transformé en un exercice de survie soigneusement géré, avec des périodes de repos de 2 heures, suivies de l'entretien obligatoire et répétitif du feu tout au long de la nuit. La crise du combustible, à laquelle tous les constructeurs traditionnels étaient confrontés, a révélé des défauts fondamentaux dans les calculs de chauffage de la frontière. Les cabanes standards nécessitaient 12 à 15 cordes de bois par mois dans les conditions extrêmes, contrairement aux estimations d'avant-saison de 6 à 8 cordes. L'impossibilité mathématique est devenue évidente. Aucun mineur ne pouvait couper suffisamment de bois pour maintenir un chauffage conventionnel dans les conditions arctiques prolongées. Le désespoir les a poussés à brûler des outils, des meubles, des éléments structurels de leurs propres abris, et même des objets personnels représentant des mois d'accumulation de biens. Les relevés de Thornton pour la même période ont démontré la supériorité écrasante de l'ingénierie thermique indigène. Le 12 décembre, avec une température extérieure de moins 22 degrés, son abri maintenait 49 degrés. Le 15 décembre, l'extérieur était à moins 28 degrés, tandis que l'intérieur enregistrait 51 degrés. Le pire jour, le 18 décembre, a vu les conditions extérieures chuter à moins 35 degrés, mais l'abri en fosse d'arbre est resté stable à 48 degrés. Le 20 décembre a enregistré une température extérieure de moins 31 degrés, tandis que la température souterraine était maintenue à 50 degrés. L'analyse technique du succès de Thornton a révélé des principes que la sagesse conventionnelle de la frontière avait rejetés comme de la superstition primitive. La température souterraine est restée stable, car le sol sous la ligne de gel maintient une température de base de 45 degrés, quelles que soient les conditions de surface. Un réservoir thermique inaccessible aux structures de surface, le tronc d'épicéa vivant fournissait une masse thermique qui absorbait la chaleur pendant les courtes périodes de réchauffement et la libérait lentement lorsque les températures chutaient, créant un système de chauffage passif sans combustible. La couche de neige isolante, désormais de plus de 4 pieds d'épaisseur, a créé une barrière thermique complète avec une valeur isolante dépassant de loin tout matériau disponible pour la construction conventionnelle. Ces statistiques de consommation de combustible ont démontré une efficacité que les constructeurs traditionnels jugeaient impossible. Thornton n'a utilisé qu'un total de 1,2 cordes de bois pendant tout le mois de décembre, tandis que les cabanes conventionnelles brûlaient 12 à 15 cordes, luttant pour maintenir des conditions de survie minimales. Le petit espace souterrain se réchauffait rapidement avec un minimum de combustible, retenait la chaleur pendant des heures sans entretien et fournissait des conditions de travail confortables permettant une activité productive plutôt que la simple survie. Il lisait à la lumière du feu, entretenait et aiguisait son équipement et dormait toute la nuit sans avoir à se lever pour entretenir le feu. Le 18 décembre a marqué le point de rupture pour les méthodes de construction conventionnelles. Jim Morrison, confronté à une mort imminente par hypothermie et épuisement du combustible, a bravé des conditions de moins 35 degrés pour atteindre l'entrée de Thornton. Cet acte représentait un abandon complet de 3 ans d'expérience en construction, de connaissances et de fierté professionnelle à la frontière. « Jack, nous avons des problèmes », a appelé Morrison dans le tunnel d'entrée. Il ne peut pas rester assez chaud pour survivre. Cette confession avait une signification plus profonde que la crise immédiate. C'était la reconnaissance que les hypothèses fondamentales de la survie hivernale s'étaient avérées fausses dans des conditions d'essai. Thornton est sorti de son abri à 48 degrés dans l'air, à moins 35 degrés. Démontrant une différence de température qui dépassait de loin ce que Morrison avait connu entre sa cabane défaillante et l'environnement extérieur. La preuve visuelle était irréfutable. Thornton a travaillé à main nue pendant plusieurs minutes, tandis que Morrison ne pouvait pas retirer ses gants sans risquer des engelures immédiates. L'occupant de l'abri souterrain ne montrait aucun signe de stress dû au froid, se déplaçait normalement
et présentait la condition physique de quelqu'un vivant dans une chaleur confortable plutôt que de lutter pour sa survie. L'explication technique que Thornton a fournie représentait des siècles d'ingénierie indigène, affinée par des générations de survie hivernale. La température stable de la Terre fournit une base thermique naturelle. La masse thermique du bois vivant stocke et libère efficacement la chaleur. La couche de neige isolante élimine la perte de chaleur grâce à une conception de toit appropriée. Une entrée à sas empêche l'intrusion d'air froid tout en maintenant la chaleur intérieure. L'espace minimal se réchauffe rapidement et maintient la température sans avoir besoin d'un apport constant de combustible. Chaque élément fonctionne ensemble, comme un système intégré, plutôt que de lutter contre la thermodynamique naturelle. Le 19 décembre a marqué la capitulation officielle de la communauté face aux méthodes qu'elle avait ridiculisées quelques semaines auparavant. Sanderson a demandé la permission de creuser une deuxième fosse d'arbres près de la conception réussie de Thornton et a demandé à partager l'abri existant. En attendant la construction d'un abri souterrain approprié, Morrison, dont la fierté avait finalement été vaincue par la réalité d'une mort imminente, a publiquement admis son erreur. « Je pensais que tu creusais une tombe. Il s'avère que tu es le seul à avoir construit quelque chose qui fonctionne. » Ce changement ne représentait pas seulement des décisions de survie individuelles. 3 mineurs expérimentés, représentant des décennies de connaissances accumulées en construction à la frontière, avaient été confrontés à l'échec total des méthodes conventionnelles. Dans des conditions d'essai, l'ingénierie indigène traditionnelle, autrefois considérée comme une ignorance primitive, s'est avérée supérieure à tous égards mesurables. L'efficacité énergétique, le confort intérieur, le temps de construction, les exigences en matériaux et l'efficacité de survie ultime. La fonte des neiges de mars 1890 a révélé les véritables résultats de l'hiver en termes clairs et mesurables, ne laissant aucune place à la controverse sur les méthodes de survie concurrentes. Thornton, après avoir passé les rudes mois dans son abri souterrain, en est ressorti 7 livres plus lourd. Étonnamment, son état physique s'était amélioré grâce à un hiver de repos suffisant, de bonne nutrition et de chaleur confortable. En contraste frappant, ceux qui résidaient dans des cabanes traditionnelles ont fait face à une réalité bien plus dure. Morrison a perdu 26 livres, Webb 21 et Sanderson 19. Leur physique reflétant la lutte prolongée contre un chauffage insuffisant et un manque de sommeil persistant. Les chiffres de consommation de combustible brossaient un tableau tout aussi sombre. Thornton n'a utilisé que 4,2 cordes de bois pendant tout l'hiver, tandis que les cabanes standards dévoraient chacune 18 à 24 cordes dans leurs efforts désespérés pour maintenir une chaleur vivable. La consommation totale de Morrison ne se limitait pas au bois de chauffage. Il a également brûlé des meubles, des planchers, du matériel minier et des objets personnels pour maintenir son système de chauffage défaillant en marche. Les répercussions financières étaient immenses, car les systèmes de chauffage conventionnels épuisaient leurs réserves de combustible hivernal. Cette valeur dépassait les gains de la plupart des mineurs pendant toute une saison de prospection réussie. La justification du temps de construction était tout aussi convaincante. La construction de Thornton en 4 jours, contrastant avec les 6 à 8 semaines nécessaires pour une cabane typique, représentait une diminution de 90% des dépenses de main-d'œuvre. Les chiffres sur l'efficacité des matériaux étaient encore plus frappants. L'abri souterrain qu'il a construit consommait 90% moins de bois que les cabanes conventionnelles, ne nécessitait aucune fourniture achetée, à l'exception d'outils manuels fondamentaux, et ne demandait absolument aucun entretien pendant toute la période hivernale. Inversement, les bâtiments traditionnels nécessitaient des réparations continues des joints, des réparations de toiture pour empêcher la neige d'entrer et un ramonage régulier pour assurer une bonne performance de chauffage. Fin mars, Sanderson a commencé à construire son propre abri souterrain, en intégrant les connaissances acquises en étudiant le plan efficace de Thornton. Son itération, mesurant 10 par 8 pieds, présentait des composants de conception d'entrée améliorés, qui offraient une sécurité supérieure sans compromettre ses performances thermiques pendant la saison hivernale. Les fouilles ont révélé les mêmes caractéristiques du sol que celles utilisées par Thornton. Des températures constantes sous le niveau de gel,
un drainage inhérent via les réseaux racinaires existants, et des qualités isolantes provenant de matériaux organiques décomposés que les méthodes de construction traditionnelles ne pouvaient pas reproduire. La méthode inventive de Webb a illustré le potentiel d'adaptation et d'élargissement des techniques établies. Son agencement à 2 chambres comprenait une section atelier distincte, reliée à la zone de vie principale par un court passage, établissant ainsi des zones spécialisées pour diverses tâches, tout en préservant l'efficacité thermique globale de la structure. Ce compartiment atelier lui a permis de poursuivre l'entretien de l'équipement et le traitement mineur du minerai pendant tout l'hiver, transformant ce qui serait typiquement du temps de survie en heures de travail fructueuses. Le système d'entrée qu'il a conçu comportait une configuration à double sas, qui non seulement améliorait la conservation de la chaleur, mais offrait également des voies d'évacuation d'urgence alternatives. La transformation totale de Morrison. Cela a marqué l'aveu le plus frappant des lacunes des approches traditionnelles. Il a complètement abandonné sa demeure partiellement effondrée. Au printemps, il a consacré 2 semaines à la construction d'un abri souterrain qui était 40% plus grand que le plan initial de Thornton. Son expertise en ingénierie l'a aidé à perfectionner les composants structurels, à déterminer les capacités de toit idéales, à améliorer les réseaux de drainage et à concevoir des mécanismes de ventilation plus avancés. L'individu qui avait auparavant mené le ridicule de l'hiver est maintenant apparu comme le plus fervent partisan de la technique. Pendant l'été 1890, la confirmation est venue d'origine inattendue, alors que la nouvelle de l'approche de l'abri souterrain se répandait dans les communautés minières locales. 12 mineurs supplémentaires se sont rendus à Tobacco Root uniquement pour maîtriser les méthodes de construction d'abris souterrains avant de déposer leurs propres revendications. Ces nouveaux arrivants étaient des prospecteurs expérimentés, originaires du Nevada, du Colorado et de Californie. Des individus qui reconnaissaient une technologie de survie supérieure. Ils ont été présentés avec des preuves documentées de son efficacité. Leur arrivée a transformé la vallée d'un avant-poste minier isolé en un centre de formation officieux pour les pratiques de construction locales. Les registres techniques sont devenus systématiques, les mineurs notant méticuleusement les dimensions précises, les besoins en matériaux et les adaptations de construction pour divers types d'arbres et compositions de sol. Sanderson a tenu des registres méticuleux des variations de température, des taux de consommation de carburant et de l'intégrité structurelle au fil des saisons changeantes. Webb, pour sa part, a documenté ses avancées à 2 chambres avec des diagrammes précis et des exigences matérielles spécifiques. Morrison a fourni des évaluations d'ingénierie concernant les calculs de charge et les concepts fondamentaux de la conception des systèmes de drainage. L'hiver 1890-91 a servi de test définitif pour sa large acceptation. 18 abris souterrains fonctionnaient simultanément dans la vallée de Tobacco Root, accueillant 34 mineurs qui avaient complètement abandonné la construction de cabanes traditionnelles. Les résultats furent concluants. Aucune fatalité due au froid ne fut enregistrée. Un contraste frappant avec les 3 décès liés à l'hypothermie de l'année précédente. La consommation de carburant a diminué de 75% en moyenne. Les dépenses de construction ont chuté de 80% en éliminant le besoin de bois acheté. La méthode a rapidement été acceptée dans la région, étendant sa portée aux montagnes Beaverhead, à la chaîne Galatine et à toute zone disposant d'arbres de grande taille en abondance et d'un sol approprié pour la construction souterraine. Les opérations forestières ont adopté ces techniques pour leurs abris d'hiver saisonniers. Cette démarche a simultanément réduit leurs dépenses de fonctionnement et augmenté les chances de survie de leur main-d'œuvre. Dans toutes les Rocheuses du Nord, les cabanes de trappeurs ont intégré les concepts de fosse à arbres, prolongeant ainsi la période propice à la collecte de fourrures dans les zones isolées. Les familles de pionniers, quant à elles, ont utilisé des formes adaptées à la fois pour un refuge temporaire et pour le stockage souterrain de nourriture. Ils servaient de système double pour stocker des provisions et offrir un soutien d'urgence. En 1895, la Montana Historical Society a commencé à documenter les détails complexes des méthodes de construction des fosses à arbres. La société a reconnu leur rôle crucial dans l'élaboration des tendances d'habitation régionale et l'avancement des technologies de survie. Des expositions dans les musées ont présenté les concepts de rétention de chaleur, les processus de construction
et l'influence historique de l'expertise en ingénierie autochtone adoptée par les premiers mineurs. Des investigations archéologiques dans les années 1960 ont vérifié la performance thermique exceptionnelle des emplacements de fosses à arbres des camps miniers désaffectés, surpassant les bases de cabanes standards. L'approbation scientifique officielle est venue en 1987 par le biais de recherches en ingénierie de l'Université du Montana. Ces études ont démontré que le plan initial de Thornton atteignait une valeur R comparable à la construction actuelle en utilisant uniquement des matériaux de 1889 et la sagesse ancestrale. L'enquête a relaté leur capacité d'isolation thermique, leur solidité structurelle durable et leur harmonie écologique, des aspects que les techniques de construction modernes ont eu du mal à reproduire. Des analyses par imagerie thermique ont corroboré cette découverte. Elles ont illustré comment la construction souterraine s'harmonisait avec les processus naturels, au lieu d'imposer des systèmes de chauffage artificiels à des environnements difficiles. Les réflexions personnelles de Thornton, documentées lors d'une interview en 1923 à l'âge de 68 ans, ont résumé un principe fondamental applicable bien au-delà de l'exploitation minière. Survivre dans les camps, a-t-il précisé au Montana Pioneer History Project, ne consistait pas à déjouer les autres mineurs. Au lieu de cela, il s'agissait de tenir compte de la sagesse de ceux qui avaient enduré les hivers du Montana pendant des générations avant notre arrivée. Les pieds noirs construisaient des fosses à arbres non par primitivisme, mais parce que leur efficacité était prouvée. Cette déclaration a encapsulé un concept directeur qui a façonné l'architecture contemporaine enterrée. La planification solaire passive et l'utilisation de la masse thermique tout au long du XXe siècle. De 1889 à 1920, les rapports officiels ont indiqué que les abris à fosses à arbres ont sauvé 47 vies dans les établissements miniers du Montana, évité d'innombrables cas de dommages liés au froid et d'hypothermie, et jeté les bases de méthodes de construction qui continuent d'influencer la construction frontalière à travers les Rocheuses du Nord. Cet héritage a transcendé les simples avantages immédiats de survie, illustrant comment les systèmes de connaissances ancestrales, souvent considérés comme peu sophistiqués par la pensée dominante, détonnaient fréquemment des remèdes avancés affinés sur de nombreuses générations d'essais réels dans des scénarios de survie authentiques.